Buenos Aires, une si belle sensation, se sentir presque chez soi au bout du monde. Je ne me lasse pas de flâner. J'aime me laisser envahir par ce charme presque désuet, presque européen, mais en même temps résolument lointain, nouveau. Les porteños, les habitants de Buenos Aires, aiment plaisanter en disant que les Mexicains descendent des Aztèques, les Péruviens des Incas, et nous, on descend des bateaux. En tout cas, au sud du Nouveau Monde, j'ai compris une chose. Ici, le ciel paraît bien plus grand, plus vaste, et du coup, toute rencontre semble possible. Voilà plus de 30 ans qu'elle tourne autour de la place de Mai. Les mères des disparus pendant la dictature sont devenues des figures incontournables de la vie sociale et politique de Buenos Aires. En Argentine, le cheval est le meilleur ami de l'homme et en plein cœur de la ville, j'ai assisté à une démonstration du savoir-faire des cow-boys argentins, les fameux gauchos. Impossible d'arpenter Buenos Aires sans mettre ses pas dans ceux de Borges. Et c'est en compagnie d'un passionné que j'ai pu mettre des images sur les mots du plus grand écrivain argentin. À Buenos Aires, il y a un sanctuaire où l'on défend la tradition du cirque typiquement argentin, le cirque créole. Dans cette école, des jeunes élèves ont l'espoir de faire revivre un jour cet art en voie de disparition. Mon premier parcours dans Buenos Aires va commencer par la découverte impromptue d'un monument mythique. On connaît la passion des Argentins pour le tango, mais beaucoup moins leur amour de l'opéra. Pourtant, c'est à Buenos Aires que l'on trouve l'un des plus beaux opéras au monde, le fameux Théâtre Colón. Les Argentins viennent de dépenser des sommes colossales pour le restaurer entièrement. Edgardo Sanaroso, un fou de musique et d'opéra, fréquente ce théâtre lyrique depuis son plus jeune âge, à tel point qu'il fait aujourd'hui partie de la maison. Et c'est grâce à lui que j'ai pu pénétrer dans ce chantier strictement interdit au public. Alors pour vous, c'est un moment fort, parce que vous l'aimez ce théâtre, vous le connaissez bien depuis longtemps, n'est-ce pas ? C'est un moment fort et émouvant parce que ce théâtre a été ma maison dès l'âge de 14 ans. Pour tous les habitants de Buenos Aires et pour tous les Argentins en général, le Théâtre Colón incarne la culture, le bon goût et l'art. Par quel architecte a-t-il été construit ? Il venait d'où ? Il a été conçu par Francesco Tamburini, un architecte italien qui est mort pendant les travaux. Puis, ça a été repris par son disciple, Vittorio Meano, qui est également décédé. Ah bon ? Il a été assassiné par son chauffeur, qui, paraît-il, avait une aventure avec son épouse. Et il a été finalement terminé par un architecte belge. Oh non. Eh oui, 3 architectes. Mais elle est sublime, cette salle. Ça me rappelle la première fois que je suis venu. C'est là que vous alliez quand vous étiez plus jeune, n'est-ce pas ? Oui, j'allais là-haut. On appelle ça le paradis, ou bien le poulailler. J'ai tellement écouté la musique debout là-haut, dans le paradis, que même aujourd'hui je garde cette habitude d'écouter la musique debout. C'est vrai ? Oui. Nous, les fanatiques, les inconditionnels, nous ne manquions pratiquement aucune représentation. S'il y avait 5 représentations de Aïda, nous assistions aux 5. Et toujours au paradis, là-haut, debout. Et aujourd'hui encore, c'est la folie au Théâtre Colón ? Oui, toujours, que ce soit des danseurs, des chanteurs, et particulièrement pour l'opéra. Là, le public se comporte presque comme dans un match de football. Comme un match de football ? Pratiquement, oui. Le public encourage ses chanteurs favoris. Comme à la Scala, finalement. Oui, comme dans les années 50 avec Maria Callas. Maria Callas est venue chanter ici. Oui, Maria Callas a chanté ici en 1949. C'est la seule fois qu'elle est venue. La seule fois ? Oui. Une fois, quand j'étais petit, j'ai eu la chance de monter sur scène. Et là, j'ai pensé, ici sont montés la Callas, Caruso, Lily Pons et tous ces grands artistes. C'était très émouvant. Beaucoup aimeraient être à notre place. Regardez-moi ça, cette merveille. Oui, mais il fait un peu peur aux chanteurs. Beniamino Gigli était très impressionné et disait que le théâtre Colón était aussi grand qu'un océan et qu'il fallait pouvoir remplir tout cet espace. On va se faire un petit plaisir. Vous avez quelle voix, vous ? Je suis baryton. Est-ce que vous voulez que je cante? Si. Par exemple, Il tuo vecchio genitor, tu non sai quanto soffrì, tu non sai quanto soffrì, l'alma mia d'intenta. Je chante très mal, je vous préviens. Moi aussi.
Pourquoi me réveiller au souffle du printemps? Pourquoi me réveiller? Parece que sigue. Autre lieu mythique, à 2 pas du théâtre Colonne, la place de Mai, le centre de Buenos Aires. Sous les balcons de la Casa Rosada, le palais présidentiel, elles sont des dizaines à défiler inlassablement depuis bientôt 33 ans, tous les jeudis à 15h précises. Elles, ce sont les mères de la place, celles qui ont perdu leurs enfants, pour la plupart engagés politiquement, pendant la terrible dictature des années 70 et 80. Dans la foule, je rencontre Marina. C'est une jeune étudiante qui marche avec les mères. Malgré la chaleur et ce soleil qui tape fort, ces femmes assez âgées continuent à être présentes ici. J'étais petite fille. Je suis née en 79. Et en réalité, j'aime être près de ces gens. Parce que parfois, l'histoire que l'on apprend à travers les livres, les journaux et les médias peut être trompeuse. Donc, en étant près des acteurs, je peux réellement ressentir et mieux comprendre l'histoire originale. Les mères ne se battent pas uniquement pour rétablir la mémoire, la vérité et la justice. Elles sont également engagées sur le plan social. Elles sont très actives politiquement. En tant que citoyenne argentine, et même si j'ai grandi dans un régime démocratique, je crois qu'il faut les soutenir et être toujours présent, toujours. En tête du cortège, Ebe Bonafini, la présidente des mères de la place de Mai. Notre combat se métamorphose au fur et à mesure car aujourd'hui, le plus important est de faire en sorte que les enfants puissent manger, qu'ils aillent à l'école et que leurs parents aient un travail. Donc, nous avons un projet d'éradication des bidonvilles. Pour nous, le plus important est de leur fournir des logements et que ce soit eux-mêmes qui les construisent. Des logements faits par des gens qui n'ont jamais travaillé mais qui veulent le faire, parce que c'est faux qu'ils ne veulent pas travailler. Nous mettons en place des cantines, des jardins d'enfants pour qu'ils soient entre de bonnes mains et qu'ils ne manquent pas l'école. Bref, nous avons une tâche énorme. Mais ça, normalement, c'est le travail du gouvernement. Non, je pense que le peuple doit s'approprier les projets gouvernementaux pour construire son pays. La nation, nous la construisons tous ensemble, pas seulement le gouvernement. Si nous, les citoyens d'un pays, nous n'y contribuons pas, il est difficile que les projets aboutissent. Protester sans proposer, ça sert à rien. Nous, on proteste et on propose. Et les jeunes, ils sont avec vous? Tout ce que nous avons, nous, les maires de la place de Mai, la radio, l'université, l'imprimerie, la maison d'édition, la télévision, la librairie, la bibliothèque, la vidéothèque, tout est géré par des jeunes. Et votre prochain projet? Eh bien, notre prochain projet, c'est une chaîne télé, ainsi qu'une université de technologie. Mais il faut beaucoup d'argent pour créer une télévision. Non. Non, ce qu'il faut, c'est du courage. Dans les pays du tiers-monde, il faut du courage. Et puis, par la suite, l'argent arrive d'une manière ou d'une autre. Nous avons l'impression que ce sont nos enfants qui nous ont mis au monde. Car lorsqu'ils ont disparu, nous, les mères battantes, nous sommes nés sur cette place. Nous allons bientôt avoir 33 ans et depuis, nous n'avons jamais manqué un seul jeudi sur cette place. No te salves. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo. No quieras con desgano. No te salves. No te llenes de calma. No reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No te duermas sin sueños, pero si pese a todo, no puedes evitarlo. Y congelas el júbilo, y quieres con desgano, y te salvas ahora, y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y te duermes sin sueño, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas. Entonces, no te quedes conmigo. Gracias. Ahora, resulta indispensable la comida y castigo a los culpables. Alerta. Ebe Bonafini m'a donné rendez-vous le soir même, dans l'ancienne école de mécanique de la marine. De sinistre mémoire, puisque c'est là qu'étaient torturés les opposants pendant la dictature.
Le bâtiment a été aujourd'hui transformé en centre culturel. C'est là que la présidente de l'association des maires de la Place de Mai m'a invitée à la rejoindre. Elle y dispense des cours de cuisine, pas comme les autres, des cours de cuisine politique. Alors maintenant, j'ajoute à l'œuf et au fromage râpé du lait en poudre bien épais pour faire le nappage. Camarades, le mois prochain, Felisa Miceli commence ses cours sur l'économie politique. Si l'un d'entre vous a des idées, car l'économie c'est très vaste, je lui ai demandé de parler de l'économie actuelle, de ce qui arrive aujourd'hui, des choses que nous ne savons pas parfois. Mais bon, peut-être que vous êtes intéressés par d'autres sujets. Et vous pouvez me les soumettre en les déposant dans cette marmite à idées. Qu'est-ce qu'il y a? C'est chaud? C'est bon? Pour éviter la sauce blanche, qui est un peu difficile à faire, on peut faire ce mélange qui est moins cher et beaucoup plus facile. Il s'agit d'un œuf battu, du fromage râpé et du lait en poudre dissous dans un peu d'eau, mais qui doit être bien épais. Tu viens souvent ici? Oui, tous les mardis. Et pourquoi tu viens? Pour ça. Ce sont principalement des cours de cuisine, assaisonnés de débats où l'on discute beaucoup de politique et de l'aspect social, aussi bien en Argentine que dans le monde. Et tout cela avec un zeste d'engagement, comme tu vois ici, ces femmes qui luttent. C'est bon comme à la maison. Ah oui, bien sûr, c'est fait à la maison. Qu'est-ce qu'elle représente, cette femme, pour toi? Justement, elle est un modèle de comment nous devons lutter et comment nous devons bien faire les choses. Tous les jours, nos projets peuvent se réaliser. Avec beaucoup de courage, de dévouement et de conviction, nous pouvons y arriver. Je quitte l'ambiance chaleureuse et gourmande de ce cours de cuisine pas comme les autres et je laisse les convives d'Ebe Bonafini rechercher la meilleure recette pour l'avenir de leur pays. Ma prochaine étape est un quartier mythique du centre de Buenos Aires, Palermo. C'est là, en plein cœur de la ville, que tous les ans, à la Société rurale argentine, on réunit les plus beaux chevaux du pays pour un spectacle grandiose de dressage de chevaux créoles. Les chevaux argentins utilisés ici pour diriger le bétail. Pour mieux comprendre cet art, typiquement argentin, je me suis assuré les lumières de Luciano Minguens, un spécialiste des chevaux créoles. Alors explique-moi, que se passe-t-il ici? Nous allons assister à une épreuve avec des vaches de race créole. Le but est d'amener les vaches depuis ce coin à l'autre côté, tout au fond. Et selon la manière dont ils s'y prennent, ils auront plus ou moins de points. Il faut être habile avec le cheval, car l'impact avec les vaches est très puissant et tout le monde ne peut pas rester sur le cheval. Comment appelle-t-on les cavaliers? Rinetes. Des rinetes? Exactement. Ça, c'est le nom traditionnel. Mais en Argentine, nous disons gaucho. Ils sont nés à la campagne et ils travaillent avec les chevaux. Et en fait, les gens de la ville appellent gaucho les gens de la campagne. Ils sont à cheval et portent ce genre d'habits. On les appelle les gauchos. Et à l'origine, les gauchos, ils viennent d'où? Le nom gaucho, en fait, au début, cela faisait référence aux métis issus de mariages entre indigènes et espagnols ou immigrés. C'est ce qu'on appelle les gauchos. On sent qu'il y a beaucoup de fierté, hein? Oui, parce qu'il y a beaucoup de compétition. Les finales ces dernières années ont été très serrées. Et tout se joue à 1 ou 2 points. Jusqu'à la dernière vache, rien n'est joué. Celui qui fait le vrai boulot quand il pousse la vache, c'est quand même le cheval. C'est la puissance du cheval qui fait qu'on arrive à tenir la vache. C'est pas la force du cavalier, c'est vraiment la force du cheval. Oui, c'est certain, il y a la force du cheval.
Mais si tu regardes bien, ce n'est pas tout. Il y a un cheval qui dirige et il y a un autre qui pousse. C'est surtout le cavalier qui doit les diriger. Mais tu as raison, la force et la puissance viennent du cheval. Ce qu'ils exécutent, ce sont les travaux typiques de la campagne. Mais aujourd'hui, c'est différent, c'est une compétition. Et tous les week-ends de l'année, ils se sont confrontés dans l'objectif de venir ici, au championnat national. Je reste dans le quartier de Palermo, si branché aujourd'hui. C'est l'ancien repère des mauvais garçons, là où Borges, le plus célèbre écrivain argentin, a situé la fondation mythique de la ville. J'ai rendez-vous avec Alejandro Frango. Il est lui-même écrivain et c'est le meilleur guide qui soit pour faire revivre Borges dans les rues de Buenos Aires. Bien. Muy bien. Ouais, et vous? Bien. Bon. Alors ça y est, c'est parti, on va sur les traces de Borges. Perfecto. Parfait. Borges va a... Borges affirme que l'Argentine n'est pas le centre de la création littéraire. Selon lui, pour qu'il existe une vraie littérature nationale, il faut raconter sa propre histoire. Cette histoire, c'est celle du guapo, du mauvais garçon, qu'il va définir de la façon suivante. Le guapo, c'est avant tout un adorateur du courage. Si ta tête ne lui revient pas, il va te défier en duel. Et pour voir lequel des deux est le plus viril, vous allez vous battre. Alors, il va t'enfoncer son couteau dans le corps, puis il va le nettoyer, le ranger, et il va aller dans un bar. Puis il va passer toute sa vie à se remémorer et à recréer cet événement. Pourquoi tu me parles de ça? Parce que ici, c'était cette ambiance-là à l'époque de la jeunesse. Exactement. Lorsque Borges vivait ici, lorsque Borges vivait dans le quartier de Palermo, on était dans cette ambiance-là. Borges a vécu ici, au 21-35 rue Serrano, de 1901, lorsqu'il a 2 ans, jusqu'en 1914, lorsqu'il décide de partir pour l'Europe. À son retour, il revient dans cette maison et commence à écrire ici des histoires sur les guapos, les mauvais garçons. Une des choses qui le touchait terriblement, c'était les moments de solitude, quand il se sentait à l'écart des autres êtres humains. Il venait ici, viens, suis-moi, mets-toi là, et il regardait cette entrée et ce couloir que tu vois là. Nous allons imaginer que nous sommes Borges. On marche, il fait nuit, et au fond du couloir, il y a une lumière. Et cette lumière, elle t'éclaire d'une telle manière qu'elle réveille de nouveau l'être social qui est en toi. Alors dis-moi, Alejandro, pourquoi tu as choisi de m'amener ici? Ici, nous avons cette structure labyrinthique merveilleuse et si chère à Borges. Il paraît que dans un coin, par là, on peut même voir le Minotaure déambuler. Mais il y a une autre raison, qui est la relation entre Xul Solar et Borges. Ils étaient des amis intimes et Borges disait toujours qu'il était l'homme le plus intelligent qu'il ait connu dans sa vie. Qu'est-ce qu'il a apporté à Borges? Une vision magique du monde. Une vision magique du monde. Alors Borges a fréquenté ce café? Oui, il y a plusieurs photos de lui ici. Alors on est vraiment dans un endroit qui est une réplique quasi parfaite du café européen. Oui, bon, à Londres, il y a des pubs. Et dans les pays de tradition latine, il y a des cafés. Le concept de « time is money », le temps c'est de l'argent, n'a certainement pas été élaboré par un Français ou un Italien ou un Espagnol et encore moins un Argentin. Le café est un lieu où on perd son temps. Perdre son temps, c'est gagner la vie. Nous avons perdu le fil de l'histoire en discutant, ou quoi ? Parce que nous, les Argentins, nous sommes des dilettantes, des rêveurs. Nous avons le plus grand mal à aller au bout des choses.
Borges dit qu'il y a deux types de peuples, ceux de tradition aristotélicienne et ceux de tradition platonicienne. Les Argentins sont l'exemple typique d'un peuple platonicien. J'achète du champagne pour pendre ma crémaillère dans ma nouvelle maison, alors que sa construction n'a même pas encore commencé. Je fais d'abord la fête et la maison ensuite. C'est ainsi depuis la nuit des temps. Je laisse derrière moi le café Tortoni, les platoniciens, l'œuvre de Borges et les mauvais garçons du quartier de Palermo pour aller en direction des faubourgs du sud-est de Buenos Aires, vers le quartier populaire de San Cristobal. C'est là que se trouve une école unique en Argentine, l'école de cirque créole. Elle est tenue par deux frères, Georges et Oscar Videla. Depuis 3 générations, cette famille se bat pour maintenir la tradition du cirque et continuer de former des jeunes qui partiront bientôt en tournée partout dans le monde. Cette école a été créée, enfin, c'est le rêve d'un homme qui est devenu réalité. Le mien et celui de mon frère. En 1960, le cirque de Moscou est venu ici avec son école. Et nous nous sommes dit, mais si nous aussi nous avons une tradition de cirque, nous avons 200 ans de cirque. Pourquoi ne pas créer une école avec nos propres pratiques du cirque et du théâtre? Et voilà ce que nous enseignons aujourd'hui à nos élèves. Le cirque criollo. Le terme criollo, créole, signifie fils d'étranger. Si ton fils naissait ici en Argentine, en étant la première génération, lui, il serait un criollo, un créole. À l'époque de tes parents, c'était le cirque criollo traditionnel. Bien sûr, c'est un cirque unique dans le monde, où les artistes font du cirque dans un premier temps, et puis ils font du théâtre. Du théâtre populaire, des drames, des comédies, des scénettes. Totalement muet, de la pantomime. Les bases du cirque sont l'acrobatie, ainsi que le jeu d'acteur. Du moment où un artiste, un enfant ou un élève fait son premier rôle ou sa première roulade, par exemple, et salue, là, il devient un artiste. Lorsque tu viens ici, tu peux en voir un marcher sur le fil, l'autre faire des acrobaties, un autre au trapèze. C'est une famille, le cirque. Attention. Suave. Attention. Up. Attention. Suba, suba. Waouh, bravo. Et ces jeunes, ils vivent de ça? Elle, par exemple, elle est déjà passée professionnelle. Elle a été formée ici il y a 2 ans, plus ou moins, et maintenant elle ne travaille pas seulement en Argentine, mais également partout dans le monde. Elle reste 4 ou 5 mois en Europe, et puis elle revient pour préparer la saison ici. Lorsque son numéro est impeccable, elle repart en Europe. Ils font des allers-retours, comme ça, sans arrêt. J'ai trop la trouille. J'ai le vertige. Je vais Tiens-lui la chaise et l'escalier. Adios. Allez, au revoir. Bonne chance. Muchas gracias. Demain, j'arpente Buenos Aires au rythme du tango. Le tango dans tous ses états, de ses origines populaires aux formes les plus actuelles de cette danse qui n'a pas fini de faire tourner les têtes.
On vient du monde entier pour perfectionner son tango dans les fameuses milongas de Buenos Aires. Dans les lieux branchés de la ville, rencontre avec une nouvelle génération de danseurs. Le tango à Buenos Aires est partout. Même dans les taxis de la ville.